C'est vrai qu'au bout d'un moment, à force, le rêve, bon, c'est bon, mais... Et le mouflon, c'est bon, le mouflon? Le mouflon, c'est très bon, à condition de tuer des jeunes mouflons. Tout est bon dans le mouflon ou pas? Tout est bon dans le mouflon. Et nous accueillons notre invité du samedi ce soir, le grand voyageur Nicolas Vanier. Ouais. Merci d'être avec nous. Je sais que vous détestez la télé. On est vraiment flattés que vous soyez là ce soir. Nicolas Vanier, bonsoir. Vous êtes un véritable Jack London des temps modernes. Vous êtes célèbre pour vos nombreuses expéditions que vous menez depuis 25 ans dans les pays d'en haut, dans le Grand Nord. Vous êtes un passionné du Grand Nord. Et d'ailleurs, quand vous rentrez en France, vous dormez dans le congélateur par habitude. Alors, vous racontez ces voyages dans des livres et dans des films qui connaissent un immense succès. Tout le monde se souvient du dernier Trappeur il y a 5 ans. Et votre dernier film, Loup, est toujours en salle. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui était très étonnant avec vous, c'est que rien ne vous prédestinait à la vie que vous avez. Vous êtes né au Sénégal. J'ai peut-être attrapé un coup de chaud en naissant. C'est très bizarre. Et vous avez grandi en Sologne. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Et en fait, vous avez été élevé dans une ferme qui appartenait à votre grand-père, où vous avez découvert la nature. Vos rêves d'enfant étaient bercés par les récits de Fenimore Cooper, de Jack London, les Indiens, les trappeurs, les bêtes sauvages, les immensités blanches. C'est ça. Vous le voyez déguisé en David Croquette en train de vous lire? J'aurais dû te laisser en Suisse. Quand vous étiez petit, vous entendiez les loups hurler, ouais. Vous pensiez que vous étiez fou? Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu. Je me sentais très différent des autres, de mes copains, de mes cousins. Personne ne comprenait cette passion que j'avais. Ouais. Puis voilà, un jour, vous avez 17 ans, après un long apprentissage dans les Alpes et dans les Pyrénées, vous partez pour le Grand Nord. Vous partez de la gare du Nord, ce qui est quand même la moindre des choses. Et le terminus de votre voyage, c'est au-delà du cercle polaire, c'est la dernière gare en fait, c'est Kiruna. Vous arrivez là-bas avec 300 francs pour 2 mois, une canne à pêche, quoi. Oui, un petit sac à dos, et puis là, je descends, je pars, et puis je découvre le Nord, quoi, les aurores boréales, ces immensités, puis surtout ces hommes, quoi. C'est les hommes qui m'ont marqué, surtout au premier voyage, quoi. Et j'avais qu'une envie en rentrant, c'est de repartir, quoi. Ouais. Alors, malgré tout, vous ressentez une certaine désillusion parce que votre enfance avait été nourrie par les trappeurs, les Indiens, les Inuits. Et quand vous les rencontrez, vous voyez ce qu'ils sont devenus, ces Inuits, c'est-à-dire des gens, finalement, qui sont massacrés par le monde moderne, par l'alcool, par la drogue. Terrible. Affligeant ce que j'ai pu voir, et puis ça ne s'arrange pas avec les années. C'est effectivement, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est des enfants qui naissent aujourd'hui dégénérés, c'est un taux de suicide hallucinant, et c'est comme vous le dites, la désillusion totale, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué quand vous avez rencontré les Inuits, par exemple? Je suis arrivé en traîneau à chien, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Après une traversée d'1 mois et demi, j'avais traversé toute la péninsule du Québec-Labrador. J'arrive, et j'avais prévu pendant 4 jours de m'arrêter pour reposer les chiens. Le lendemain matin, la professeure du village vient me voir en me disant « Est-ce que vous croyez que ce serait possible demain que j'amène mes enfants pour qu'ils voient ce qu'est le traîneau à chien ?» Oui, c'est horrible. Ah oui, je me suis dit, oui. mais le Français qui débarque dans un village inuit, et c'est moi qui vais montrer à ces petits unis ce qu'est le traîneau à chien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah ouais. Et c'est là que vous décidez d'aller en Sibérie, parce que là, c'est vrai que la Sibérie, pour le coup, il n'y avait personne. Alors, ce qui est incroyable, oui, c'est qu'après la mort de Brejnev, donc il y a eu Gorbatchev, la perestroïka, etc. Donc, c'était le début d'ouverture de l'URSS, mais pas de la Sibérie, justement. Ah non, alors, vous commencez à harceler l'ambassadeur du RSS en France, qui est excédé, en fait, par vos demandes réitérées. Et là, vous vous souvenez que vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît le président Mitterrand. J'appelle la personne et je lui dis, je passe par ton village, c'était Château-Chinon, j'y suis demain, est-ce qu'on peut se voir? Et il me dit oui. Et puis en fait, je suis arrivé, je lui dis, c'est pas vrai, je viens de faire 8 heures de voiture avec ma 4L, parce que j'ai quelque chose à te demander. Et il me dit, je te préviens, s'il s'agit de François Mitterrand, c'est non. Mais il me dit, bon, t'as fait 8 heures de route, viens quand même boire un café, et puis explique-moi. Je lui explique, et à la fin, il me dit, tu vois, comme quoi il faut jamais dire jamais, je vais faire une exception. Et il a appelé François Mitterrand, qui m'a reçu, en fait, 2 jours plus tard, qui a pris son téléphone, qui a appelé Mikhail Gorbatchev. Incroyable. Et c'est Gorbatchev qui a pris la décision, qui a visé mon visa, et qui m'a donné le truc incroyable, c'est un port d'armes pour traverser la Sibérie. Oui. Le truc de dingue. C'est une belle leçon, en tous les cas.
sur l'opiniâtreté dont il faut faire preuve. Alors voilà, donc vous allez en Sibérie. D'abord, 4 mois à cheval de la Mongolie jusqu'au lac Baïkal. Ensuite, je remonte à la rame sur une vieille barque de pêcheurs tout le lac, la mer Baïkal. Donc ensuite, je traverse en traîneau à chien pendant 6 mois toutes les montagnes magnifiques qui se trouvent au nord du lac Baïkal. Et puis là, j'arrive en Iakoutie où je troque mes chiens contre des poneys pour aller sur les routes de glace, merveilleux. Et puis ensuite, je veux traverser ces incroyables montagnes d'Arkoyans. Parce que sur les cartes, il n'y a pas une route, pas un village, c'est ça. rien. C'est encore une zone blanche du monde. C'est extraordinaire. Ah ouais, là, totalement. Et là, je pars, et puis un matin, le choc, j'arrive dans une clairière, un petit camp Even. Et normalement, je dois en repartir le lendemain matin. J'y reste 6 mois. Ce qu'on vous dit, la première fois qu'on vous parle des Even, donc, qui est une tribu sibérienne, on vous dit, on ne sait rien d'eux, ils vivent là-haut, loin d'ici. Personne ne les croise jamais. Ce sont des ignares sans intérêt. Ouais, c'est considéré par les Yakoutes un peu comme des paysans sans intérêt, des sauvages qui vivent dans les montagnes. Ils sont totalement isolés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, il faut franchir une vingtaine de cols à 3000 mètres pour atteindre les zones où ils sont. Et c'est des êtres absolument extraordinaires. Alors voilà, ces Even, ils vivent de l'élevage du renne. C'est des clans d'une 30aine de personnes qui sont dirigés par un chef, conseillé par un chaman. Ils se déplacent en fonction du lichen, puisque leur reine mange du lichen. Et quand il n'y a plus de lichen, ils se déplacent, quoi, d'une zone à l'autre. Et là, vous rencontrez un dénommé Nikolai, et vous devenez ami avec lui. Ouais, c'est devenu un de mes plus grands amis, lui qui m'a initié donc, à cette vie incroyable. Et j'ai passé 6 mois avec lui, puis ensuite il fallait que je continue mon voyage puisque je voulais aller jusqu'à la mer Arctique, c'est-à-dire rejoindre une rivière où en canoë pendant plusieurs mois j'ai descendu cette rivière. Il m'a accompagné jusqu'à cette rivière, il n'avait jamais été jusque-là, tous les deux. C'était un voyage extraordinaire. Et puis là, on s'est fait la promesse de se revoir. Et donc effectivement, un an et demi plus tard, non malheureusement, il ne peut pas être là, mais et donc je suis retourné le voir 1 an et demi plus tard. Nous avons vécu presque 1 an ensemble. J'ai été donc Even, totalement. Oui, alors Even. vous étiez Even, vous étiez gardien de rennes. C'est dur à garder les rennes? C'est pas facile, ouais. C'est une harde de 3000, il y a toujours des petits groupes qui veulent partir à droite, à gauche, donc il faut à dos de renne, ce qui n'est pas facile du tout, parce que à dos de cheval, on tient assez bien, ça je connais bien, parce que si on perd l'équilibre, on serre un peu et puis on tient. Les rennes, la peau n'est pas attachée, en quelque sorte, à la viande. Donc en fait, on se retrouve dessous. Vous remarquez, vous avez de quoi vous tenir en même temps. Justement, il n'y a pas les cornes. Parce que sinon, ça vous tape dessus, donc elles sont coupées. Et donc, c'est un équilibre total. Et ce qui est incroyable, c'est que ces Even, eux, à l'âge de 2-3 mois, ils sont déjà mis sur les rennes. Alors, bien sûr, ils sont protégés, mais ils ont cet équilibre, quoi. Et eux, c'est hallucinant, quoi. Et donc, avec les rennes, à dos de rennes, il faut aller dans les montagnes. Vous avez fait ça, comme ça. Comme truc. Et donc, j'ai fait ça. Et puis surtout, j'ai été le Père Noël, quoi, parce qu'on est en traîneau, tiré par des rennes, en plein hiver. C'est des images de Père Noël. Alors, vous chassez les mouflons aussi? Il y a pas mal de mouflons et donc en automne, oui, on part dans les montagnes pour essayer de rapporter une viande qui soit un peu différente de celle des rennes, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force le renne, c'est bon, mais et le mouflon, c'est bon le mouflon? Le mouflon, c'est très bon, à condition de tuer des jeunes mouflons. Tout est bon dans le mouflon. Tout est bon dans le mouflon. Et alors, vous visitez des cimetières de mammouths aussi? J'ai des photos, j'ai rapporté des photos où on me voit avec d'immenses défenses de mammouths que j'ai même pas pu ramener. Il y en a une que j'ai essayé de garder pendant plusieurs semaines avec moi, puis finalement elle était trop lourde, donc on l'a pas ramenée. Mais il y avait là, vous voyez, un vrai cimetière de mammouths. Il y a les loups. Il y a les loups. Ça, c'est très important parce que vous dites que, en fait, les Even, ils chassent les loups pour protéger leurs troupeaux. Mais en même temps, ils sont fascinés par les loups. C'est Nikolai, en fait. C'est ce grand ami que j'ai eu qui détestait, haïssait les loups jusqu'au plus profond de lui-même lorsqu'il s'attaquait à sa chair, à son sang, parce que cette harde, c'est tout. C'est un peu comme une mère pour ses enfants. Et puis, par exemple, le soir, il me racontait des histoires qui trahissaient son admiration, sa fascination pour cet animal qu'ils connaissent mieux que quiconque, parce que ça fait partie de leur univers. Et il y a cette espèce de contradiction. Une ambivalence, et donc c'est de là qu'est née l'origine, l'histoire du roman, qui est l'histoire de ce film. On regarde à quoi ça ressemble. Sergueï, c'est toi que le clan a choisi pour veiller cet été sur ce que nous avons de plus cher, la grande harde. Que l'esprit de nos montagnes soit avec toi. Il faut cesser de rêver maintenant. J'ai déjà été seul là-haut. Tu as peur? Maman, je suis qu'un enfant.
pauvre Sergueï, mais tu vas tout perdre. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai pas pu les tuer. C'est de la folie, Sergueï. Non, ça rend rien. Jamais. Qu'est-ce que tu nous caches, bon sang? Je n'entends pas que le vent. Non! J'aurais tant voulu changer les choses. On est des éleveurs de rennes. Chacun lutte pour sa survie, c'est un tout. Et tu dois l'accepter. Voilà, Loup, de Nicolas Vanier. Alors, c'est une région qui souffre du réchauffement climatique. Vous êtes obligé de rajouter de la neige en numérique, non? Non, mais c'est vrai que c'est triste de constater cette aggravation. Mais dans 10 ans, il y a des kangourous, là-bas. Il n'y a pas de kangourous, mais il y a peut-être plus d'événements. Parce qu'il y a sans doute plus de rennes, parce que malheureusement, il y aura sans doute plus de lichens. Alors justement, le permafrost, qu'est-ce que c'est? Le permafrost, c'est cette couche de sol gelée en permanence dans laquelle j'ai retrouvé des mammouths. C'est dire s'il est là depuis longtemps. Ce permafrost est en train de fondre, ce qui fait que le méthane qui était contenu sous le permafrost remonte à la surface. Et là, c'est de l'effet de serre garanti, quoi. C'est un phénomène d'emballement assez irréversible. Parce qu'effectivement, ce méthane qui est piégé à l'état naturel depuis des millénaires, mais dans des quantités astronomiques, se trouve libéré, va se mélanger au gaz à effet de serre qui résulte de la combustion des énergies fossiles. Donc, dégèle encore plus le permafrost, donc on comporte plus de méthane. Et là, la roue se met en marche, et il ne faut pas qu'elle se mette en marche. Non, mais est-ce qu'on pourrait le récupérer? Non. Non. La seule solution, c'est qu'il faut limiter la hausse des températures moyennes à l'échelle du globe à 2-3 degrés grand maximum. Et pour cela, on a tous les moyens. Encore une fois, c'est pas irréversible, tout cela n'est pas catastrophique, on a les moyens. Et moi, je répète tous les jours que le roi du monde, celui qui détient le pouvoir en la matière, c'est le consommateur. Vous êtes un passionné du Grand Nord. Comment fait-on pour ne pas choper un rhume? Eh bien, on n'en attrape pratiquement jamais, déjà, parce qu'il n'y a pas de microbes l'hiver. Moi, on me pose souvent la question, lorsque j'ai voyagé pendant un an et demi avec ma petite fille, on me dit, mais elle n'était pas malade? Si, elle est tombée malade en arrivant à Roissy, 1 heure après, 42 fièvres. Non, les microbes, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-haut, en tout cas. Ils sont ici. Les loups aussi. Les loups aussi, c'est vrai. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.